Aujourd'hui, on parle des banques américaines et l'assemblée de Berkshire Hathaway. Bienvenue à la web émission. Alors Lucas, aujourd'hui, notre première question, il y a plusieurs clients qui nous demandent qu'est-ce qu'on pense de la situation des banques américaines. Peut-être nous mettre en contexte, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, certainement. En fait, depuis le début de mars, il y a 3 grandes banques américaines qui sont tombées. Signature Bank, First Republic Bank et on avait également Silicon Valley Bank. Puis dans les 3 cas, ce qui s'est passé, ce sont les déposants qui se sont dépêchés à retirer leur argent de ces banques-là qui n'avaient tout simplement pas les liquidités pour répondre à la demande. Puis on le sait, les banques, de la manière que ça fonctionne, c'est on a des déposants qui font des dépôts. La banque utilise ces dépôts-là pour faire des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux. Elle peut également acheter, on va dire, des titres de dette ou encore des obligations gouvernementales. Puis ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu des déposants retirer en masse leur argent comme ça. Puis oui, effectivement, la dernière fois, je pense que c'était en 2008. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une assurance pour les déposants. Donc, ceux qui ont en deçà de 250 000 $ dans une banque sont assurés et vont être remboursés, même si la banque fait faillite. Mais pour tout ce qui est des déposants au-dessus de ces montants-là, par contre, ils n'ont pas cette assurance-là. Donc, ils veulent être certains qu'ils vont récupérer leur bille. Puis, alors, dans le fond, les gens ont commencé à retirer leurs dépôts. Comment que le gouvernement américain a réagi pour essayer de maintenir la... Oui, bien, le gouvernement américain est intervenu très rapidement parce qu'aujourd'hui, l'information circule à une vitesse grand V, puis les gens n'ont qu'à se connecter sur Internet pour faire les demandes de retrait. Donc, le président Biden est sorti en début mars pour assurer que les déposants dans ces banques-là seraient remboursés en totalité, même s'il y avait des faillites. Puis il a également ajouté que pour les autres banques, si jamais elles manquaient de liquidité, il allait avoir des prêts aussi pour assurer qu'il y ait suffisamment de liquidité pour assurer que les retraits se fassent. Donc, ça a réussi à calmer le jeu, finalement. On a stabilisé le marché. On sent encore aujourd'hui qu'il y a une certaine nervosité sur les marchés, c'est normal, mais grosso modo, c'est une bonne intervention que le gouvernement a fait. Puis même, il y a des discussions aujourd'hui de peut-être élever le fameux plafond de 250 000 $. Il n'y a rien de fait encore, mais ça se pourrait que l'assurance augmente pour éviter que ce genre de choses-là se reproduisent. Puis, comment tu vois les opportunités dans les titres bancaires en ce moment? En fait, nous, on suit un fonds négocié en bourse qui s'appelle KBWB, qui regroupe presque l'ensemble des banques américaines. Ce titre-là a chuté de 35 % depuis février 2023 et près de 50 % depuis son haut de 2022. Les banques américaines, ce sont des titres à la base que l'évaluation n'est pas très élevée, les multiples sont pas très hauts. Donc, si on coupe cette évaluation-là de 50 %, on se retrouve avec des titres qui sont vraiment pas chers. Puis là, je veux juste mettre un petit bémol sur ce que je dis aux téléspectateurs. Je ne veux pas dire d'investir aveuglément dans les banques américaines et qu'on va faire de l'argent. Ce que je dis, c'est que la récente chute est en train de créer des opportunités pour certains titres bancaires de qualité. Alors, il faut être quand même sélectif dans nos critères de banque. Peux-tu nous décrire une couple de ces critères-là? Absolument. Des banques qui ont des bons dirigeants avec un long historique, des banques qui ont des bonnes pratiques en matière de souscription de prêts, des banques qui ont d'excellentes marges de sécurité en termes de capitalisation, de ratio de capitalisation réglementaire, des banques qui gèrent bien les risques de taux d'intérêt, ce que les banques qui sont tombées en début mars n'ont pas bien géré finalement, ces risques de taux d'intérêt-là. C'est des banques qui sont capables de faire croître leurs bénéfices par action, qui ont des déposants qui respectent la limite d'assurance de 250 000 $. Des banques également qui ont des petits déposants qui vont en succursale, qui n'auront pas tendance à retirer rapidement leur bille si jamais ça va pas bien. Puis également, des dépôts à terme aussi, un bon ratio de dépôts à terme qui fait en sorte que
On ne peut pas tout retirer en même temps d'une banque. Donc, ça, c'est seulement quelques exemples. Là. Il y a une multitude de choses à regarder, mais avec la récente chute, j'essaie de décrire présentement une banque qui a tout ce qu'il faut pour résister à une grosse crise. Ben, nous, on pense qu'il y a moyen de faire des bons rendements à long terme si on déniche ce genre de titre-là. OK. Puis, si on achète un FNB, je pense que le problème, c'est qu'il y a peut-être des banques dans le FNB qui ne répondent pas justement à ces critères-là. Et donc, il faut vivre avec ces risques. Effectivement, le FNB regroupe l'ensemble des banques. Nous, chez Médici, on préfère choisir les meilleures compagnies. Il en va de soi pour les banques aussi. Donc voilà, avec les évaluations actuelles, nous, on pense qu'il y a quelques bonnes opportunités sur le marché présentement. OK. Alors, il y a quelques membres de l'équipe Médici qui sont allés à Omaha, à l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, qui sont allés à la grande messe de Warren Buffett et Charlie Munger. Aaron, tu faisais partie du convoi. Donc, qu'est-ce que tu retiens finalement de ce voyage-là? Oui, donc quelques éléments. J'ai bien aimé la candeur de Ajit Jain, le responsable des assurances. Alors, il n'a vraiment pas peur de te donner l'heure juste. Comme par exemple, Geico est un peu en retard avec l'utilisation de la télématique. Donc, c'est une technologie qui supervise notre comportement au volant puis qui ajuste notre prime d'assurance en conséquence, comme Ajusto de Desjardins. Puis Ajit, il dit, bien qu'ils ont la capacité d'utiliser, il y a seulement la moitié des chauffeurs qui veulent l'utiliser. Puis l'autre chose, c'est que pour bien réaliser les bénéfices de cette technologie-là, il va falloir que Geico prenne leurs 500 systèmes puis qu'ils les réduisent à 15 systèmes qui se parlent entre eux. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire sur vraiment leur système informatique avant de voir les bénéfices. Alors, il n'y a pas peur d'admettre ça. Puis, il n'y a aussi pas peur de dire que les résultats, par exemple, au premier trimestre de Geico, étaient un peu... C'est pas représentatif pour toute l'année. Il y a eu quelques éléments extraordinaires, fait qu'il diminue un peu les attentes là-dessus. Alors, je trouve ça bien de voir un dirigeant comme ça. Là. Tu me parlais aussi que peut-être il ne voulait pas aller chercher trop de croissance au détriment de la profitabilité. Donc, c'est un peu un gage de discipline finalement. Là, Il dit finalement que, bon, pour que Geico reprenne de la profitabilité, parce que c'est vrai qu'elle a diminué l'année passée, il va falloir que Geico diminue son rythme de croissance et finalement, peut-être refuse certains clients ou augmente leurs primes. Alors, il ne s'en cache pas que la croissance va peut-être ralentir. Alors, c'est très bien de voir ça. Parfait. Également, il y a eu des commentaires aussi sur l'évaluation des titres en général et la capacité pour un gestionnaire de trouver des entreprises qui vont battre le marché à long terme. C'est quoi tes impressions par rapport à ces commentaires-là? Alors, Charlie Munger, lui, il pense que ça va être plus difficile de battre le marché parce que tout le monde a accès à l'information, puis il y a beaucoup d'investisseurs très intelligents dans le marché. Buffett, lui, il pense qu'il va toujours avoir des opportunités de battre le marché parce qu'au fil du temps, les investisseurs agissent toujours de manière irrationnelle des fois de temps en temps. Mm-hmm. Alors, j'ai pas le choix d'être d'accord avec les deux. Mm-hmm. C'est vrai que c'est plus difficile d'avoir un avantage sur l'information. C'est peut-être encore possible dans des petites capitalisations qui sont moins suivies, comme on peut penser... Autrefois, Constellation Software était très méconnue. Alors, il y avait une opportunité. Mais dans les grandes capitalisations qui sont suivies par 5 à 10 analystes, on ne va pas avoir une meilleure information que le marché. Maintenant, l'argument de Buffett de dire qu'il va toujours avoir des moments où le comportement des investisseurs va nous donner des opportunités, c'est vrai aussi. On l'a vu l'année passée, il y a certaines technos, les grandes technos, leur rythme de croissance a ralenti un peu. Le marché a eu très, très peur. Et ces titres-là ont baissé d'une manière, selon nous, était très, très extrême. On l'a vu aussi en mars 2020 avec COVID, certains titres qui baissent de 30-50% en un mois. Alors, c'est pas rationnel comme mouvement de marché. Et c'est là qu'on peut en profiter.
Donc, ta conclusion par rapport à cet élément-là, est-ce que c'est possible encore de battre le marché à long terme? Oui, je dirais que c'est ça, c'est d'exploiter le comportement irrationnel. Ce que Buffett a dit, je pense que ça, c'est encore possible. Parfait. On était également surpris d'entendre les commentaires de Buffett sur Apple qui disait que c'était la meilleure compagnie que Berkshire possédait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'étais quand même surpris qu'ils disent ça. Bon, Apple, c'est 20% de la capitalisation de Berkshire, donc c'est une grosse position, fait que c'est sûr qu'il prêche pour sa paroisse. C'est vrai qu'Apple a un très, très bon rendement sur le capital. Ça génère beaucoup de flux de trésorerie, puis il y a des bons avantages concurrentiels. Où est-ce que je suis peut-être moins en accord avec Buffett, c'est, je ne sais pas si dans 30 ou 50 ans, Apple va être aussi dominante qu'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours le risque de changement de paradigme dans le domaine d'Apple. Alors, personnellement, moi, j'aurais pensé que la compagnie de chemin de fer Burlington Santa Fe serait peut-être une entreprise un peu plus durable dans le temps. Fait que c'est plus facile pour moi de dire que sur 50 ans, il n'y aura pas de changement de paradigme pour le transport de marchandises par chemin de fer. Puis à 20%, comme tu dis, de position dans Apple par rapport à la taille totale de Berkshire, ils ont intérêt à ne pas se tromper là, sur cette phrase-là qu'ils ont dit. Oui, effectivement. Puis on comprend qu'Apple, Buffett ne vendra probablement jamais Apple, un peu comme ses autres gros investissements, comme dans Coke. Puis c'est ça, parce que s'il vendait Apple, il faudrait qu'il redéploie ce capital-là. Puis justement, tu sais, Berkshire a beaucoup d'encaisses présentement. Puis est-ce qu'ils ont fait des commentaires sur cette encaisse-là? Oui, rien de vraiment nouveau. Je dirais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à cette heure, l'encaisse génère 4% d'intérêt, donc dans les obligations gouvernementales, alors qu'avant, c'était presque zéro. Ouais, Berkshire pourrait, puis Buffett l'a dit, pourrait carrément acquérir une entreprise pour 100 milliards. Mais on s'entend que les opportunités sont assez restreintes. Sinon, il a dit qu'il pourrait faire des rachats d'actions pour 50 milliards. Ça fait que ça serait quand même un bon déploiement, mais il faudrait que l'action soit vraiment pas chère. Alors, c'est ça, ça reste quand même un enjeu pour nous. Parfait. Bien, merci Aaron. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à cliquer sur la mention j'aime sur la page de YouTube. Vous pouvez également partager notre vidéo. Si jamais aussi vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire au info@gpsmedici.ca. Vous pouvez nous appeler par téléphone. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos questions. Alors, merci beaucoup. Merci.